Bienvenue sur Quoi dans mon assiette. Je vais aujourd'hui vous parler des potentiels traitements pour le Covid-19. Je vais revenir sur le traitement proposé par le professeur Didier Raoult lors d'essais cliniques assez récents à Marseille qui portait sur l'hydroxychloroquine. Le but de cette vidéo ne sera pas de trancher sur l'hydroxychloroquine, de savoir si c'est bon ou pas pour soigner le nouveau coronavirus, mais tout simplement d'appeler un peu à réfléchir et prendre du recul sur ces essais cliniques assez récents qui ont été fort médiatisés. Pour le moment, on n'a aucun essai clinique qui a démontré qu'un traitement pouvait guérir du coronavirus. Donc l'hydroxychloroquine, c'est un médicament pour traiter le lupus ou les maladies articulaires inflammatoires. Donc l'hydroxychloroquine, c'est un dérivé de la chloroquine et la chloroquine, c'est un médicament pour traiter le paludisme. Donc le mécanisme d'action de l'hydroxychloroquine est basé sur l'inhibition de la réplication des virus enveloppés. Donc ce médicament va bloquer la fusion de la membrane virale en bloquant l'acidification du pH de l'endosome. Donc l'endosome, c'est un organisme cellulaire. Donc l'activité antivirale de l'hydroxychloroquine est connue en fait depuis assez longtemps, depuis les années 60, sur des modèles cellulaires qu'on appelle des études in vitro. On a également constaté que ce mécanisme de blocage fonctionnait également pour le coronavirus du SRAS de 2002 en études in vitro. Ces traitements ont également été testés sur des modèles animaux comme la souris et également sur d'autres virus comme le coronavirus OC43 qui est responsable de certains rhumes ou infections respiratoires, sur le virus Zika et également sur la grippe H5N1. Mais attention, des résultats positifs sur des modèles cellulaires ou animaux ne veut pas dire que ça va automatiquement fonctionner chez l'homme. On a eu des résultats décevants et négatifs pour des essais randomisés qui voulaient traiter le VIH ou la grippe. Du côté pharmacologique, c'est également intéressant de regarder la dose du médicament. En fait, on voit que la dose thérapeutique est vraiment proche également des doses toxiques, donc il faut vraiment faire attention. Ce n'est pas un médicament à prendre à la légère et en automédication. Donc comme tout médicament, un surdosage peut entraîner des effets graves comme des atteintes oculaires ou des problèmes cardiaques. Si on s'intéresse aux traitements antiviraux qui ont été administrés aux patients chinois, on peut constater que dans les publications scientifiques, l'hydroxychloroquine n'est pas mentionnée. Les principaux traitements antiviraux qui étaient donnés étaient les traitements contre la grippe, comme le Tamiflu, ou les traitements contre le VIH. On a également d'autres traitements qui sont actuellement en cours d'essais cliniques ou à l'essai, donc d'anciens traitements qui ont été développés par exemple contre les coronavirus du SRAS et du MERS, par exemple le Remdesivir, d'autres traitements contre la grippe, d'autres antirétroviraux contre le VIH, des interférons bêta. Donc on a d'autres possibilités. On a notamment deux grands essais internationaux et européens qui vont être lancés prochainement, donc Discovery Trial et Solidarity Trial. On a une étude récente qui a été publiée dans le NEJM qui a montré malheureusement que les traitements contre le VIH ne fonctionnaient pas contre le Covid-19. Donc c'était un essai clinique sur à peu près 200 patients chinois. C'est possible que ce soit dû au fait qu'on ait administré ce traitement de façon tardive et à des patients qui étaient gravement malades. Donc ce sera confirmé ou pas dans les essais de l'OMS et de l'INSERM. On a également des études qui portent sur l'utilisation des anticorps des patients guéris afin de les utiliser pour booster l'immunité des malades. Donc maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet sur la chloroquine et l'hydroxychloroquine. Le 18 février, il y avait une lettre qui parlait de l'utilisation de la chloroquine en Chine. Dans cette lettre, il n'y a jamais eu de publication de données. Donc s'il n'y a pas de données, on ne peut pas analyser le traitement en fait. Donc il y a également d'autres personnes qui ont infecté des cellules avec le nouveau coronavirus et qui ont testé la chloroquine sur ces modèles cellulaires et qui avaient montré un effet positif en études in vitro. Donc bien sûr, ces résultats sont à confirmer en essais cliniques. Donc maintenant, je vais vous parler d'un essai clinique lancé par le professeur Didier Raoult sur 42 patients au début de l'étude. C'est important de savoir qu'il y a 6 patients qui ont été exclus de l'étude par décès et également évolution de la maladie. Donc au final, dans cet essai clinique, il restait 15 hommes et 21 femmes, soit 36 personnes. Sur celles-ci, 6 étaient des personnes asymptomatiques. Le groupe traitement
composé de 26 patients qui a reçu 200 mg d'hydroxychloroquine 3 fois par jour, avec également un antibiotique en plus. Et il y a un groupe contrôle de 16 personnes qui a juste reçu des soins habituels. Donc les principaux résultats de ce premier essai clinique étaient qu'au 6e jour après l'inclusion dans l'étude, 70% des gens dans le groupe traitement étaient négatifs au test au Covid-19, donc le test de RT-PCR. Et seulement 12,5% des gens dans le groupe contrôle étaient négatifs au test. Donc ça signifie que 70% étaient considérés comme guéris dans le groupe traitement et 12,5% étaient considérés comme guéris dans le groupe contrôle. Donc oui, ça semble génial au premier abord, on a enfin trouvé un traitement, mais en fait cette étude comporte de nombreuses limites et critiques méthodologiques qu'il va falloir regarder, qui en fait biaisent complètement les résultats et au final on ne peut rien en dire. Donc on a une première limite majeure qui est le fait de ne pas avoir randomisé l'étude. Qu'est-ce que c'est randomiser? C'est en fait attribuer de façon aléatoire un traitement aux deux groupes. Donc cela permet d'éviter le biais de sélection et d'avoir deux groupes qui ont le même niveau de risque au départ de l'étude par rapport à la maladie. Donc ici dans le groupe traitement, les cas venaient du centre de Marseille, mais dans le groupe contrôle, la majorité venait de centres qui n'étaient pas de Marseille, de d'autres centres. Donc ça diminue la comparabilité des groupes. Entre les deux groupes traitement et contrôle au niveau du sexe, de l'âge, on n'a également pas de données sur les comorbidités, les antécédents, les différents symptômes. Donc en fait, on ne sait pas trop si le résultat, c'est-à-dire la différence entre les deux groupes, provient vraiment du traitement ou de l'hétérogénéité entre les deux groupes qui est différente. Donc il est impossible de savoir si les différences observées en termes de quantification d'ARN viral entre les deux groupes sont dues au traitement, l'hydroxychloroquine, ou sont dues à l'hétérogénéité des deux groupes. Que dans le groupe contrôle, il y a des enfants de 10 ans qui ont été inclus, ce qui n'est pas très courant dans la recherche clinique. Côté statistique, les analyses n'ont pas pris en compte ces facteurs de confusion. On a également pu faire des modèles avec des données répétées dans le temps. Un autre biais majeur de cette étude, c'est par rapport aux 6 abandons dans le groupe traitement. Donc au départ, on avait 26 patients qui étaient traités et au final, il n'en restait plus que 20. Donc ça devait être pris en compte avec des analyses en intention de traiter parce que sinon, ça peut apporter des biais d'attrition. En fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des analyses en intention de traiter et per protocole. Le biais d'attrition, c'est un biais qui porte sur le fait que les exclusions, les perdus de vue, les gens qui ont quitté l'étude, c'est pas dû au hasard, mais en fait c'est lié au traitement ou à l'évolution de la maladie. Donc également, on n'a pas d'informations sur l'âge, le sexe, les comorbidités des 6 patients qui ont été retirés de l'étude. Ce qui est également étrange, c'est que dans l'étude, le protocole mentionne un suivi sur 14 jours, mais en fait quand on s'intéresse aux résultats, on voit que les résultats ne sont donnés que sur 6 jours. Le protocole mentionne également le suivi des symptômes comme second critère de jugement, donc par exemple le suivi de la fièvre, la capacité respiratoire, et ces données-là n'ont pas été publiées, donc ça c'est aussi un petit peu embêtant. Si on regarde attentivement les données brutes, on voit qu'il y a des individus qui ont eu une fois un statut positif au test de RT-PCR, une fois un résultat négatif au test du coronavirus, une fois positif le jour suivant, donc c'est également difficile de s'y trouver. On peut suspecter la présence de faux négatifs ou faux positifs également. Dans ce groupe contrôle, on a de nombreuses données manquantes qui atteignent certains jours 50%. C'est assez énorme. Alors que dans le groupe traitement, on a beaucoup de moins de données manquantes. On peut se demander si le groupe contrôle n'était pas mieux du coup surveillé et diagnostiqué dans certains centres. J'ai également recalculé les graphiques du professeur Didier Raoul, donc en prenant en compte ces valeurs manquantes, soit en gardant ces valeurs manquantes, soit en excluant ces valeurs manquantes, et j'ai constaté qu'il y avait quand même des différences dans la proportion de personnes positives au test du coronavirus. Quand on prend en compte les données manquantes, c'est que les résultats n'étaient plus significativement différents entre les deux groupes, en recalculant les p-values et les tests statistiques. Une dernière remarque dans cet essai clinique, c'est qu'il était ouvert, c'est-à-dire que les patients et les médecins savaient quel traitement ils allaient recevoir. Et du coup, ça ne permet pas d'éviter certains biais conscients ou inconscients, par exemple qu'un médecin s'occupe mieux d'un patient ou qu'il y ait plus d'effet placebo chez un patient en sachant qu'il va recevoir tel traitement comme l'hydroxychloroquine. C'est difficile de contrôler tout ça quand on n'a plus d'aveugles. Mais l'ensemble de ces biais sur le recrutement des participants, les données, les méthodes statistiques utilisées rendent vraiment compliqué l'interprétation des résultats.
Une seconde étude, cette fois-ci observationnelle, a été publiée par cette même équipe qui porte cette fois-ci sur 80 patients hospitalisés à Marseille. Ce n'est pas un essai clinique. Tous les patients ont reçu de l'hydroxychloroquine et un antibiotique pendant au moins 3 jours et ils ont également été suivis pendant au moins 6 jours. Il n'y avait pas de groupe contrôle. Tous les patients ont été testés par RT-PCR et on a mesuré leur quantité d'ARN viral à l'aide d'un indicateur qui s'appelle le seuil de cycle de PCR, appelé CT. Donc les individus qui avaient un CT supérieur ou égal à 35 étaient considérés comme négatifs au test du Covid-19. Donc c'est également important de rappeler que la présence, la détection d'ARN viral ne veut pas forcément dire que la personne est infectieuse. Donc au final, la durée entre les premiers symptômes et l'hospitalisation était en moyenne de 5 jours jusqu'à un maximum de 17 jours. Donc la durée moyenne du séjour à l'hôpital était d'environ de 4,6 jours en moyenne, donc un petit peu moins que dans d'autres études. 94% des patients ont été traités dans les 2 premiers jours de l'admission à l'hôpital. La plupart des patients avaient un indicateur de sévérité des symptômes du Covid-19 plutôt faible. Il y avait également 4% de personnes sans symptômes et 15% ont eu besoin d'assistance respiratoire. 3 personnes ont été transférées en unité de soins intensifs et il y a eu également un décès d'une personne âgée de 86 ans. Je rappelle, c'est les personnes à risque. Donc ce qui est important à retenir dans les résultats, c'est que 83% des patients étaient négatifs au test de la PCR au 7e jour et 93% des patients étaient négatifs à ce même test au 8e jour. Graphique, on peut voir que la figure est difficilement lisible. On a 2 axes. On a un axe à droite qui porte sur le pourcentage de patients positifs au test du coronavirus, qui varie entre moins 20% et 120%. C'est un peu surprenant pour un pourcentage. C'est les correspondances entre la droite verte qui porte sur le pourcentage de patients positifs et les correspondances sur l'axe à droite, puisque je trouve que c'était pas très lisible. Donc on voit que le nombre de personnes testées diminue également et on ne sait pas du tout comment est calculé le pourcentage de patients positifs. Si c'est rapporté aux 80 patients ou si c'est rapporté au nombre de jours J de personnes testées. Donc on suppose également qu'elles sont sorties de l'hôpital, mais on n'a pas du tout le pourcentage par jour de personnes sorties de l'hôpital. On voit du coup que si on retrace les graphes avec la ligne en rouge rapportée à 80 patients et la ligne en bleu rapportée au nombre de personnes testées au cours du temps, on n'a quand même pas la même chose. Une autre limite de l'étude était que les patients étaient considérés comme guéris après 2 tests négatifs successifs de PCR, puis à partir du 17 mars, ça a changé et il n'y avait plus qu'un seul test. Également, côté statistique, on aurait pu partir sur ce qu'on appelle des modèles ajustés, un petit peu plus compliqués, et voir les associations entre la quantité d'ARN viral détecté et la sévérité des symptômes ou les comorbidités par exemple. Dans cette seconde étude, on peut également constater que 45% de l'échantillon a moins de 50 ans. Donc c'est pas forcément les personnes les plus à risque par rapport à l'âge, donc c'est peut-être normal qu'ils guérissent un peu mieux tout seuls. Cette étude observationnelle n'est pas du tout adaptée pour conclure sur l'efficacité au traitement de l'hydroxychloroquine parce qu'on n'a pas de traitement contrôle, ni même encore moins de randomisation ou de double aveugle. C'est plutôt une série descriptive de cas. C'est pour ça que c'est impossible de conclure avec une étude observationnelle sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine parce que les patients auraient pu très bien guérir tout seuls, peut-être sans le traitement de l'hydroxychloroquine. En fait, on ne peut pas du tout savoir sans groupe comparatif. Seulement 15% des patients avaient de la fièvre, puisque c'est un symptôme assez courant quand on regarde les autres études. Il y avait également que 59% des patients qui toussaient, donc c'est un peu moins que dans les autres études, dans les publications scientifiques. Donc on peut se demander si l'échantillon était peut-être pas en meilleure santé, peut-être parce qu'ils étaient plus jeunes. Par rapport à ces 2 études du professeur Raoul, c'est vraiment compliqué de conclure quoi que ce soit sur le traitement, l'efficacité de l'hydroxychloroquine par des difficultés méthodologiques et d'analyse, ainsi que des données manquantes, des problèmes d'interprétation. Et donc c'est pour ça qu'il faut mieux attendre les résultats de futurs essais cliniques bien mieux menés. Donc pour le moment, la seule chose qu'on peut faire, c'est rester chez soi afin d'éviter d'être en contact avec des individus malades et diminuer le taux de transmission du coronavirus. Donc merci de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à ma page Facebook ou à mon compte Twitter. En ce moment, je retranscris pas mal de news liées au coronavirus, donc qui viennent de sources fiables, des publications scientifiques directement.